Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi, comme chaque jeudi, bien sûr, fin de semaine, avec vous, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous accompagner jusqu'à 9h30, comme les jours, bien sûr, de la semaine. Nous aurons le plaisir de retrouver Lilia Benassal dans la agenda culturelle, la seule rubrique habituelle du mercredi matin. Elle viendra nous donner les grandes lignes de la culture et surtout des rendez-vous à ne pas rater. Nous aurons également plusieurs invités qui ont marqué l'actualité cette semaine, à savoir le Tour d'Algérie de cyclisme avec le président qui sera sur notre plateau pour nous parler bien sûr de toutes les étapes, les 7 étapes qui ont donc marqué ce Tour 2018 et surtout les vainqueurs aussi de ce Tour. Nous en parlerons en détail avec lui et on reviendra sur la dernière étape, bien sûr l'arrivée à Tizi Ouzou. Nous aurons également à revenir sur l'actualité du film du 7e art bien sûr avec la victoire encore une fois et les prix remportés par la réalisatrice algérienne Yasmine Chouir. Ça s'est passé au niveau donc de Annaba, au festival du film méditerranéen, mais pas que, au festival de Ramen aussi. Elle a remporté un prix. Elle viendra nous en parler avec bien sûr des comédiens sur notre plateau pour nous rappeler un petit peu cette ambiance et cette effervescence autour donc de ce film. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir un photographe, un jeune photographe qui est brillant. Il viendra nous parler de cette belle exposition qui a l'intention donc de donner ce 5 avril au niveau du restaurant Saxe, une très belle visite à travers différents lieux et surtout musées algériens qui nous fera découvrir à travers l'œil de son objectif. Nous aurons également à revenir sur la littérature. Le 2 avril, c'était la journée mondiale du livre pour enfants. Eh bien, la librairie Cheikh Zahir a fait une rencontre autour donc du livre et du conte. Ça sera aujourd'hui, ça s'est passé hier et ça se passera également demain avec une conteuse africaine qui viendra à cette occasion. Il viendra donc l'animateur donc de ce café littéraire viendra nous parler de ce programme en détail tout à l'heure. Et puis on reviendra sur l'actualité aussi. On restera avec aussi une belle rencontre, une kermesse de charité qui sera organisée ce week-end à partir donc du 7 avril. C'est ce week-end, 7 avril, au niveau donc du village africain de Sidi Fredj. Nous aurons à cet effet les membres de cette organisation et surtout pour nous en parler en détail. Qui seront les exposants? On en saura plus tout à l'heure avec, bien entendu, les invités. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier notre émission ce matin. Je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Les températures, ça va? Agréable. Agréable, pas trop chaud, pas trop froid. Pas trop ça froid. Va. Pas trop humide. On rentre doucement dans le printemps. Tout doucement. Les journées printanières, c'est agréable. J'espère qu'il va faire beau ce week-end. Oui. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien, notre rapport aujourd'hui, nette amélioration sur les régions côtières avec des éclaircies. À l'ouest et au centre, un ciel peu nuageux sur la partie est. On aura toujours un petit peu de pluie en début de matinée sur l'intérieur ouest et centre, quelques orages sur les Aurès et puis sur la partie sud, le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi eh bien, seront plutôt agréables avec sur la moitié nord 21 degrés à Oran, on sera 22 degrés à Alger, 23 degrés à Annaba, Guelma, Constantine, 25 degrés à droite ainsi qu'à Ardaya, 34 degrés à Hassim Saoud, 38 à Ilizi ainsi qu'à Adrar, à Ain Salah et enfin 40 degrés, ça sera la maximale à Borj Badi Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe et bien pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert sur la majeure partie du continent avec des averses à Paris, Bordeaux, Marseille, Berne, des orages à Berlin, ciel plutôt voilé à Prague, Varsovie, dégagé à Bucarest et à Athènes. Côté Mercure, on notera 14 degrés à Paris ainsi qu'à Berne, 16 degrés à Bordeaux, 18 degrés à Marseille, 15 degrés à Madrid, 20 degrés à Berlin ainsi qu'à Prague, 19 à Budapest, 23 degrés à Bucarest et enfin 21 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Voilà, merci beaucoup Mina. Merci Un à bon vous. café s'impose de bon Oui, matin. Dans un moment, oui, vous allez retrouver votre punch, n'est-ce pas? tout à fait. Allez, à tout à l'heure pour À tout d'autres à bulletins l'heure. météo. Bonne journée à vous. On va Merci. commencer avec une belle musique. On vous offre une belle chanson de Anis Bourahla pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bien sûr. Une belle chanson avec Anis Bourahla, une belle reprise aussi, Tofla Andalousia. On se retrouve juste après. Voilà, de retour sur le plateau. J'espère que vous avez apprécié ces rythmes. En tout cas, Anis Bourahla, j'espère qu'on aura bientôt de ses nouvelles et qu'il viendra sur notre plateau pour nous parler de son tout dernier single surtout et la présentation à travers Internet, puisque lui, il est très Internet et il est toujours, il suit, ses fans le suivent régulièrement. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un jeune photographe, brillant photographe qui va exposer bientôt, d'ailleurs ce 5 avril. C'est pourquoi il est parmi nous ce matin. Omar Dib, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Ouais, c'est le Alors, un bel événement, la photographie, c'est votre passion aujourd'hui, ouais. mais pas que, puisque vous êtes ingénieur vous avez fait Polytech, Ingénieur polytechnicien Voilà. en métallurgie. métallurgie, spécialité métallurgie, donc vous êtes ingénieur en métallurgie. Ouais. Vous travaillez déjà depuis pratiquement 4 ans. Ouais, Ouais. depuis 2014. Voilà. Ouais. Mais la photo, ça a toujours été votre passion. Bah, depuis mon enfance. Mhm. Et, je peux dire que j'ai aimé tout ce qui est image. Tout ce qui est image, dessin, vous me Ouais, disiez. j'ai commencé par le dessin à l'âge de 6 ans à peu près. Ouais.
Et après des années, j'ai commencé à faire. J'ai appris à écrire avec la calligraphie arabe. Et bon, durant les années de mes études supérieures, j'ai commencé à faire des affiches publicitaires pour des groupes. Bon, des groupes des étudiants surtout. C'est ça. Et en 2013, j'ai commencé le domaine de la photographie. Ouais. Et 2013, vous vous êtes épanoui dans la photo. Ça Ouais. y est, vous saviez que c'était ça que vous vouliez faire Ouais, et vous avez commencé à investir dans le domaine parce qu'il Ouais. faut investir. beaucoup. Beaucoup, les appareils photo, les objectifs, Ouais, des étudier, chercher un petit peu. Et des fois les voyages aussi. Oui, les voyages. Des fois, bon, personnellement, j'aime bien prendre les photos de paysages. Les paysages et l'architecture. D'accord. Donc, c'est un domaine qui m'oblige à se déplacer, à me déplacer. Donc, et j'aime bien toujours faire des déplacements au niveau de sud. les meilleures régions de notre D'Algérie. pays, et spécialement le sud. Spécialement le sud. Alors, vous m'avez dit qu'une fois que vous avez été à Janet, ça a été pour vous une révélation. Ouais. Vous avez découvert la lumière, vous avez découvert l'immensité donc du désert et surtout les dunes que nous avons. Voilà. Pour moi, les deux endroits comme Janat et Tamarras Ouais. sont le meilleur exemple de la potée algérienne. Voilà. Par exemple, celle-ci, Ouais. une des plus belles dunes. Elle a été prise au niveau de Tadarat el-Bourd à Janat. Ouais. Euh, Une des plus hautes, c'est celle-ci? non, non, c'est pas celle-là. Non. Sur la photo suivante, c'était à Arg Test, à Tamarrast. Waouh. Bon, je pense qu'il y a des régions qui ne sont pas connues par les Algériens. Waouh, c'est des endroits vraiment très très reculés, très éloignés. On voit un monsieur qui est en train de marcher, il faisait Ouais. partie du groupe. Ouais, c'est un ami à moi. Ouais. Donc, Photographe? non, Et là, ce contraste des couleurs, c'est naturel? c'est naturel. Ouais. Waouh. Alors vous, tout est naturel. Vous faites pas appel à... Bon, des fois, on doit passer par Photoshop, par, par exemple. par Photoshop, par exemple. Mais quand on apprend à maîtriser le boîtier, Objectif. voilà, donc tout sera facile. Des fois, on n'aura pas besoin d'un traitement. Des Voilà. photos. Bon, c'est la dune de Timerzoga. Ouais, Timerzoga. C'est l'une des plus hautes dunes C'est en Algérie. celle-là qui est Ouais. une des plus hautes. Alors celle-là aussi qui est magnifique, On a celle-là pris- qu'on voit, voilà. la dune la plus haute. On a pris la photo. Bon, j'ai pris la photo après 1 heure de montée. Waouh, On a il fait fallait une heure. monter. Il fallait monter durant 1 heure. Je pense que sa hauteur était à 400 mètres de hauteur. Voilà. Et concernant juste une information à propos de cette dune, c'est que. Photographe russe, c'est Voilà, celle-là? je pense que c'était un Russe. Bon, j'ai oublié parce que j'ai lu l'information depuis des années. Et ben, il a pris une photo au niveau de cette dune. Il a eu le troisième meilleur prix au monde avec le concours de National Geographic. Magnifique, magnifique. Même si vous voulez lire l'article, commentaire. le commentaire sur sa photo, vous pouvez juste écrire un repos bien mérité au Sahara. Voilà. Et Très ben, joli. vous allez voir la photo de la dune avec un guide qui dort. Ah, Qui est c'est dans pour le ça. niveau de la dune. C'est pour ça que vous avez voulu vous mettre un petit peu dans cette peau donc de ce photographe, lui aussi, qui avait eu un coup de cœur pour cette dune Ouais. et qui, grâce à ça, a remporté un prix Ouais. avec des paysages qui n'étaient pas chez lui, mais plutôt d'un pays qui était lointain, hein, vraiment lointain. Ouais. Moi, personnellement, j'ai organisé déjà une exposition au mois d'octobre passé, Oui. où j'ai exposé 60 photos au niveau qui ont été prises au niveau de Janet et Tamarrast. Et ben, il y avait même des étrangers qui sont venus. Oui. Ils ont apprécié. Ils ont apprécié, et en même temps, ils pensaient que. Il y avait un Espagnol qui m'a dit qu'on dirait qu'on n'est pas sur la Terre, Oui, sur, oui, bien sur sûr. cette planète. C'est ça, vous êtes l'œil vous êtes des Algériens, vous avez l'œil et surtout vous avez cette responsabilité de diffuser toutes ces belles images à travers le monde, à travers votre objectif et à travers des expositions que vous organisez. Celle-ci par exemple. C'était à Tamnarast, Alors là, la région de l'Ghosor. Elle s'appelle Al-Ghosor. mais là il y a un effet là. Non, Non, c'est Il y a- naturel. C'est naturel, oui. Le ciel on dirait qu'il y a des pointillés. Non, c'est par rapport au traitement. Parce que sur le PC, vous allez le voir un peu plus D'accord, clair. d'accord. Ouais. Les pixels. Ouais. D'accord. Voilà, cette photo a été prise au niveau de Tamarast aussi. Ce que j'ai aimé dans cette photo, c'est que la forme du rocher.
Oui. On la voit comme, bon, personnellement, je la vois comme une tête d'un éléphant. Voilà, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai C'est ce vu qu'on moi aussi. remarque, c'est ce qu'on remarque au niveau du Tassili Nahgar ou Tassili Nadjar. On peut trouver des formes qu'on n'imagine pas. Par exemple, cette photo, quand j'ai vu ce dessin-là, comme si une guitare électrique. Ah oui, Je l'ai envoyé à pratiquement. un guide qui aime la musique, qui aime la guitare. Donc, c'était un cadeau pour moi. Pour lui plutôt. Voilà. Et moi j'imagine que derrière, ça pourrait être un village, par exemple, cette ouverture. Ça, c'est très joli. C'est une scène C'est de danse. un C'était à événement l'occasion de de la Sibiba, Sbiba. ouais, Mhm. à Janet. À Janet. C'était en 2015, je pense. Magnifique. Alors vous avez exposé donc déjà vos photographies, elles ont plu. Vous avez participé avec d'autres photographes. Vous avez aussi participé au récent événement d'Oran Ouais, avec plusieurs groupes de photographes venus ouais, des quatre coins d'Algérie. ouais. Ça s'est passé comment? C'était, bon, personnellement, c'était, malgré que j'ai participé avant à des expositions, mais si je parle exactement de l'événement d'Oran, c'était une nouvelle expérience pour moi. Parce que les- les- j'ai participé avec de nouveaux photographes que je connaissais jamais. Voilà. Là, Voilà. depuis quelques années, ça y est, vous vous êtes constitué en groupe, vous sortez pour des visites, vous aimez bien partager aussi vos expériences. Voilà, surtout au désert. Au désert, des fois on parle avec, bon, on peut organiser un voyage avec 30 personnes, 45 personnes. Et ce que je remarque, c'est que ce qui est bien dans la photographie, c'est que j'apprends beaucoup de choses. Parce que par exemple, quand on voyage Bien à sûr, Tamaras ou Janet ou n'importe quelle ville d'Algérie, surtout en groupe. Donc on voyage avec, des guides, des gens qui connaissent voilà. la région. Et en plus de ça, même le groupe, il est constitué des gens de plusieurs domaines. Voilà. Par exemple, des médecins, des ingénieurs. Donc, il y a un échange. Il y a un Il y a un échange entre nous. échange. Et voilà, Ouais. l'information circule beaucoup mieux. Voilà. Et puis même avec les locaux aussi, qui sont très ouverts, qui veulent donc partager aussi leur région avec Voilà. d'autres personnes qui ont aussi un regard sur la nature. Ouais. Vous êtes très proche aussi de la nature. La nature et en même temps, personnellement, j'aime bien, je peux dire, faire mon mieux pour que notre pays soit connu à l'étranger. Parce que surtout après la première exposition, il y avait des Ukrainiens, Oui. il y avait des Espagnols, des Français qui sont venus. Ils ont vraiment aimé le pays, bon, parce qu'ils savent que l'Algérie est un beau pays, mais à travers les photos, ils ont bien... Voilà. Et que l'Algérie recèle des endroits magnifiques à découvrir. Ouais. Alors, mis à part donc les lieux magnifiques et surtout des lieux vierges comme ceux du Sahara, vous avez aussi des coups de cœur pour les visites, les villes et les musées par exemple. Ouais. Celle-ci, c'est où? C'est une photo prise à Constantine, la Ouais. mosquée de l'Emir Abdelkader. Voilà, la belle Ouais. mosquée de l'Emir Abdelkader. Ouais. Encore une fois, vous faites des gros plans sur des musées, sur Ouais. aussi des lieux mythiques de Ouais. l'Algérie qui invitent aussi à la découverte. Ouais. Le visiteur, vous les invitez carrément à entrer dans cet univers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous les invitez à découvrir. Celui-ci, c'est quoi? C'est une toujours photo prise au niveau de Bastion 23, D'accord. à Saint-Tual. Ouais, Palais des Bien Raïs. sûr, la Ça, c'est la Casbah. Très belle photo, belle perspective aussi. Ouais. C'est pas dur d'avoir le soleil en face en général. Des fois, on doit voir le soleil. Ouais. Si on a une idée à transmettre par la photo, des fois, on doit prendre la photo à un moment bien Bien précis. précis. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est aussi formidable, c'est que vous faites des expositions, mais à travers donc ces expositions, vous aimez aussi rendre service à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, et surtout qu'à travers ces différentes visites, vous rencontrez beaucoup de détresse aussi quelquefois. Et ça vous a touché. Ouais. Par exemple, en 2015, durant le premier voyage à Tamarast, eh ben, j'ai trouvé, on est passé par un village qui s'appelle Tehifat, où il y avait des enfants pauvres, des enfants qui ont besoin de nous. Mhm. Donc, depuis ce jour-là, j'ai pensé à organiser une exposition vente, et j'ai consacré 30% de l'argent pour
pour ses enfants touareg. Ces enfants. Ils sont toujours très contents de voir donc des visiteurs et surtout Ouais. quand on s'intéresse à eux, Ouais. ils sont encore plus attentionnés. Alors, il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, on salue la jeunesse algérienne qui sont très, très, très attentifs et très soucieux de cette jeunesse et surtout cette enfance qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin d'une formation. D'ailleurs, on va recevoir des jeunes qui ont fait une belle action du côté du sud algérien, surtout des cours de soutien bénévolement. Ils sont partis en pleine chaleur, c'est-à-dire le mois de juillet, août, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça encore une fois, rappelle le sacrifice aussi de cette jeunesse qui a envie de partager des choses avec d'autres régions et d'autres populations des régions éloignées, hein, qui sont donc des Algériennes. Alors, on va voir cette photo, par exemple. C'est un portrait d'un bonhomme qui s'appelle Mohamed. Bon, Ami Mohamed, c'est le maître des artisans à Tamarrast. Et la deuxième photo, c'est une photo d'un ami à lui qui travaille au même endroit. Ils se sont prêtés au jeu facilement. Ils ont vu la photo. C'est ce que j'aime avec les Touaregs. Et ben, si vous demandez directement est-ce que je peux prendre une photo, et ben, ils te disent allez-y, on est prêt. Voilà. Voilà. Très belle photo. On a pu voir celle-ci aussi qui est magnifique, avec la poussière et tout. Ouais. On va la voir dans un moment. En tout cas, bravo, parce qu'on rappelle que cet événement, ça sera donc le 5, vous allez exposer donc, ces photos que vous avez ramenées, ces quelques photos que vous avez ramenées. Donc c'est par thème, donc il y a donc le désert, il y a donc les musées, Les musées, les paysages. les paysages. Voilà. Bon, je vais me concentrer sur le côté architecture, côté paysage, et spécialement, toujours je mets toujours un plus du côté du désert. Parce que D'accord. la plupart des Algériens ne connaissent pas Ça, c'est la cette ville? région. C'est Bouzaria. Bouzarea. Vu de haut. Ouais. Bravo en tout cas. Merci. Et en tout cas, on vous souhaite bon courage, bonne chance. Votre événement, c'est le 5 avril, donc c'est jeudi. Inch'Allah. Ce jeudi, Inch'Allah. Et au niveau donc, du restaurant Le Sax. Voilà. c'est dit. Ça, c'est Yahya. D'accord. Et puis bien sûr, il faut rappeler que une partie donc, de cette vente va aller vers les enfants. Ouais. Encore une fois, bon courage à vous et surtout bonne chance pour différentes actions que vous allez mener. Inch'Allah. Ça ne va pas s'arrêter là, vous me disiez. Inch'Allah, parce que bon, j'ai d'autres projets, Inch'Allah, pour l'Algérie, je peux dire. Parce que peut-être dans quelques mois, normalement, je vais publier une information à propos d'un livre. D'accord. D'un livre sur le désert algérien. Très bien. Avec une belle histoire. Et je peux dire que c'est une suite de la première exposition. Et un deuxième livre, bon, peut-être ça va tarder parce que je dois me déplacer vers d'autres villes de notre pays qui va parler de l'Algérie en général. En général. Voilà. Voilà. Parfait. On va voir une dernière photo, celle-ci. C'est la photo qui a été prise à Batna. Wow, magnifique. On voit un ciel bien étoilé. Hein. Il allait faire beau le lendemain. Voilà, c'est parmi les photos que j'aime bien les prendre. C'est des photos de nuit De nuit. où on prend la Voie lactée. Voilà. La Voie lactée, il n'y a pas en fait de pollution Ouais. lumineuse. Lumineuse. Et concernant le tombeau qui a été pris en photo, c'est le tombeau de Imad Ghasem. D'accord. C'est l'un des premiers révolutionnaires de l'Algérie, on peut dire. Très très jolie, très belle photo. Ça va faire plaisir à Monsieur Gelfi qui lui a cette belle association, les Amis du Madrasan. Il faudra la lui montrer peut-être pour son prochain événement. Ça c'est une étoile filante qu'on voit. Ouais. Ah magnifique, j'en ai jamais vu. Justement, Moi, j'en vois je suis parti le mois d'août, le jour de la pluie des étoiles. Parce que toujours en Algérie, Oui. au mois d'août, il y a La une pluie journée des où étoiles. on trouve beaucoup d'étoiles filantes. Donc j'ai décidé de partir à Batna juste pour ça. Ça. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Bonne chance surtout et merci d'être venu sur notre Merci à plateau. Un dernier mot? Ben, j'invite tout le monde pour d'assister demain, Inch'Allah. Voilà. Et Demain. je serai prêt à les accueillir, Inch'Allah. Voilà, très bien. En tout cas, bonne chance pour votre événement. Et puis, Merci on beaucoup. reviendra vers vous pour les livres, Inch'Allah, pour la sortie des livres. Eh bien, on continue notre émission après cette belle aventure à travers la photographie et le savoir-faire, bien sûr, d'un photographe. Nous allons vous faire découvrir d'autres passions. Cette dame qui est donc une passionnée du livre, elle s'appelle donc Siham. Elle a fait des livres pour la création, donc pour enfants. Regardez, on se retrouve juste après.
c'est Matam Sihab, alias Enfantine. Je suis dans l'enfant, bon, beaucoup plus spécialisée dans la création pour textile pour enfants. Oui, j'ai commencé il y a 6 ans. Bon, j'étais tout le temps fourrée sur Internet. Tout le temps. Et me chauffe, c'est trop beau, c'est trop joli ce qu'ils font, ce que je vois sur l'internet. Bon, bah, du coup, je me suis retournée vers mon mari. C'est que tu m'achètes une machine à coudre. Bon, j'ai fait une formation, bon, je suis une licenciée en sciences politiques. Ça fait rien à voir avec la couture. Moi, c'était ma première machine que mon mari m'a achetée. Bon, il m'a donné 15 jours, on s'est parié. Bon, voilà, en 15 jours, je vais apprendre à coudre. Eh bien, c'était le cas. En 15 jours, j'ai appris à coudre et tout. Bon, j'ai commencé par faire des petits trucs et tout pour mes filles. Bon, après, j'ai commencé à aller donner, bon, à faire des petits trucs et à les donner à la famille. Bon, ben, je ne sais pas comment ça s'est passé et tout, mais il y a eu une fille sur l'internet, bon, sur Facebook, qui m'a proposé, bon, elle m'a dit, bon, il faudra ouvrir une page et tout, parce que j'ai commencé par mettre mes créations sur la page, sur profil taille, le profil. Bah, après, elle m'a dit, il faut ouvrir une page parce que vous faites des merveilles et tout. J'ai commencé avec le carnet de santé. Après, ça s'est développé et tout. Oui, à fur et à mesure, j'ai commencé à faire de nouvelles créations. J'ai commencé par copier sur Internet et tout, parce qu'il fallait que j'apprenne. En bas d'après, je me suis découvert mon monde et tout. Et j'ai commencé à faire mes propres créations, mes propres idées et tout. Mais c'était grâce en faisant d'autres créations, d'autres créatrices. Genre, j'ai commencé par ça. Après, je me suis découverte et tout. Maintenant, je fais mes propres créations. Je réalise des doudous, des sacs, des paniers, des tours de lit. Bon, ce qui marche le plus, c'est les tours de lit et les paniers. Je fais du crochet. J'ai appris récemment à faire du crochet, bon, il y a 2-3 mois. J'ai appris à faire du crochet grâce à ma tante, parce que c'est elle qui m'a fait les petites poupées. Bon, j'ai commencé à faire du crochet. Les travaux, généralement, je fais des travaux en bois avec mes filles. Je fais des petits ateliers chez moi avec mes filles. Bon, c'est mes premières apprentis. Ça fait que je fais des petits ateliers avec elles. Bon, j'essaie de les occuper, surtout pendant les vacances. On fait des trucs en bois, on fait du dessin, de la peinture. On fait aussi des créations en papier. En papier, bon, je l'ai découvert récemment, c'est du paper toy. C'est on imprime, on découpe, après on donne aux enfants à coller. C'est très intéressant, ça les occupe. Après on fait du pliage, on fait de l'origami, c'est du pliage. Bon, j'essaie de toucher à tout. Voilà, l'univers des enfants et l'univers des grands, quand les grands s'y intéressent, ça devient très sérieux. Alors nous allons tout de suite en parler puisque le 2 avril, c'était la journée mondiale du livre pour enfants. Et pour nous en parler, nous avons Sidali Sahri qui est avec nous. Bonjour Sidali. Bonjour. Comment ça va? Ça va, quand on parle des livres, moi je suis disponible. Oh, je le sais bien. Même si j'ai sauté du lit au dernier moment. Voilà, spécialement pour Bonjour d'Algérie ce matin. Absolument. Alors vous êtes consultant au niveau donc de la NEP, Oui. vous vous occupez un petit peu de la librairie Cheikh Zayed. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez organisé au niveau donc de la NEP cette rencontre littéraire. Oui. Et ça s'est passé hier après-midi au niveau donc de la librairie autour donc du livre pour enfants. Donc tout un débat s'est donc animé autour donc, de ce livre. Hier, c'était vraiment la fête autour du livre. Si je peux rappeler uniquement cette fête, Oui. en vérité, c'est une date décidée par l'UNESCO. C'est ça. L'UNESCO avait décidé de 2 dates pour le livre. Le 23 avril, c'est le livre d'une manière générale. C'est pratiquement, ça correspond à la naissance de Shakespeare et de Cervantes. Ouais. Donc le 23 avril, on va organiser quelque chose autour de ça. Et une plus belle tradition autour du livre toujours, c'est les Catalans
qui, pendant ce jour, offre des roses à tous les clients qui achètent de la poésie. Ah, Ça, c'est génial. C'est beau, c'est beau. Voilà. Et bien sûr, le livre pour enfants, parce que Voilà. c'est la naissance de Andersen, c'est Andersen. ça? D'accord. J'aurais aimé que ce soit Les un contes monde de la d'Andersen. civilisation arabo-musulmane, Ah, malheureusement. On aurait pu. Oui, oui, On aurait exactement. pu, Et c'est vrai qu'ils ont bercé tant d'enfants à travers ce livre de contes qui sont magnifiques, qui restent Magnifique, mais aujourd'hui, bien sûr. encore une fois, Ça nous a magnifiques. tous construits Oui. grâce à ça. C'est ça. Justement, hier, on avait parlé de ça. Et surtout, on avait parlé des problèmes qu'ont les créateurs donc d'ouvrages en direction des enfants et des jeunes d'une manière générale à trouver le chemin des éditeurs. Oui. Les problèmes fois des éditeurs et des créateurs. Il Donc y a c'était un beaucoup débat de- très très riche. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui se battent pour essayer donc d'éditer des livres typiquement algériens avec des Absolument, histoires algériennes. Pas mal, il y a pas plus de 2 semaines, nous recevions une dame qui Oui. était dans l'édition pour enfants, qui vraiment était, qui se battait pour le livre pour enfants. Ils sont courageux ces gens-là. C'est honnêtement. magnifique, ces petites histoires qu'elle raconte, avec l'illustration aussi qui est très très importante. Justement, le livre pour enfants est plus compliqué Oui. qu'un roman pour adultes. J'ai l'air de dire une énormité, mais c'est pas vrai. Le livre pour enfants est très difficile. Parce que dans notre culture, d'une manière générale, on ne sait pas ce que c'est qu'un enfant. Oui. Alors les adolescents, n'en parlons pas. Les éditeurs, les auteurs les négligent totalement. Il n'y a pas d'écrivain pour cette frange. Mais il y a aujourd'hui des auteurs aussi qui viennent de cette frange de la société. Aujourd'hui, on Eh ben trouve voilà. beaucoup de Ils se jeunes. prennent en charge maintenant. Oui, 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 de jeunes qui sont passionnés par l'écriture Oui. et qui éditent des livres aujourd'hui. Mais malheureusement, les éditeurs, parce qu'une maison d'édition, c'est avant tout une entreprise. Bien sûr. Et souvent, ils disent c'est pas rentable, il faut faire des tirages importants, le marché ne répond pas et tout. C'est totalement faux. Je peux dire qu'au niveau de toutes les librairies, déjà j'ai des statistiques à l'étranger, 40% du chiffre d'affaires d'une librairie, c'est le livre pour enfants et jeunesse. On pourra définir ce que c'est que jeunesse. Chez nous, c'est le même phénomène. Sauf que l'offre éditoriale en Algérie, au niveau des librairies, c'est une offre beaucoup plus étrangère que locale. Ouais. La locale, elle est découragée pour des tas de raisons. Même si il y a des îlots, certains éditeurs font du bon travail. Mais ils sont étouffés par la masse d'ouvrages d'importation. Malheureusement. C'est vrai. Alors, c'est vrai que vous le voyez considérablement chaque année, bien sûr, au Salon international Absolument. du livre. C'est un Il y a engouement donc toujours des gens qui se battent, comme je l'ai dit Oui, tout à l'heure, oui. qui sont très courageux de rester dans l'édition Bien sûr. et de rester aussi dans ce livre pour enfants. Absolument. Et puis le débat hier, moi j'ai tendance à parler de ce qu'on Oui, a bien fait sûr. hier. On a reçu au passage 4 la invités. visite Oui, oui. de la ministre de l'Environnement. Ouais. Elle a fait le lien entre l'environnement et le livre. C'est très Je bien. trouve que c'était une idée très intelligente de sa part. Dire pour parler d'environnement, il faut parler du livre avant tout, Oui. pour transmettre ses valeurs aux enfants. Mais c'est Et très tôt c'était- que ça commence. D'ailleurs, Bien sûr. toujours quand il y a des sensibilisations autour de l'environnement, ça commence par l'école, ça commence par les enfants, ça commence sûr. très très tôt, parce que l'enfant va encore sensibiliser son papa ou sa Ah, maman très juste. automatiquement. Donc ça Absolument. commence par l'enfance. Hein. Ah non, non, vraiment. Et puis le débat était d'un haut niveau, Mhm. puisque les gens voulaient savoir ce que c'est qu'un enfant finalement. Parce que la notion d'enfance n'existe pas depuis très longtemps. Les psychologues ont défini ce qu'est un enfant il y a plein d'un siècle. Mhm. Et puis il y a une évolution. Maintenant, on parle de l'âge d'un enfant. C'est pour ça que les éditeurs La pour petite enfants... enfance, Il y a l'enfance, des la âges qu'il faut jeunesse, respecter. l'adolescence. Oui, oui. Et puis avec le temps, les ouvrages qui n'étaient pas destinés aux enfants sont devenus des ouvrages pour enfants. Je prends un exemple. Mhm. Mowgli, c'est pas un ouvrage pour les enfants, mais il a été, comment dire, la force des choses... Détourné. Il a Détourné. été détourné. On peut citer tout. Et puis on a parlé surtout d'un ouvrage qui fait la psychanalyse des contes d'enfants, qui est magnifique. Il explique pourquoi tous les enfants du monde, quelle que soit leur culture, il y a un engouement pour, par exemple, tout ce qu'on connaît comme contes, je ne sais pas, les mille et une nuits. On peut parler, Le par petit exemple, chaperon le rouge, petit par chaperon exemple, rouge. oui. Ça parle à l'inconscient de chaque enfant. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on se dit comment ces gens-là ont pu toucher les enfants. Et les psychanalystes l'expliquent très bien. Parce que inconsciemment, ils connaissent l'âme de l'enfant mieux que les psychologues. Ils ont su trouver ce chemin à travers les pulsions. Parce qu'un enfant, c'est pas quelqu'un qui est clean. Un enfant, il vient avec quelque chose, avec des pulsions. Et puis, il suffit Il prend ce d'orienter. qu'il veut et puis bien sûr, après ça construit sa personnalité. Absolument. Et le livre peut contribuer énormément. Parce que quand on offre un livre à un enfant, on lui offre des mots. On se construit avec des mots. Exactement. Et moi, je le vois autour de moi. Les enfants qui lisent, ils sont plus intelligents, qu'on le veuille ou non. Ils vont au théâtre. Enfin, quand il y a le théâtre, Bien malheureusement sûr, chez nous. bien sûr. Moi, quand j'étais petit, je Il y ne avait dis pas le que j'étais théâtre. excellent. Mais parce que je lisais, j'allais au musée, j'allais au théâtre, au cinéma.
Donc ça crée des liens avec d'autres univers. Bien sûr. Et malheureusement, chez nous, la culture du livre n'est pas toujours accessible. présente. Même si, moi j'essaie toujours de nuancer, je constate que le livre devient un objet de cadeau pour les fêtes, pour les mariages et pour les enfants. Et l'enfant est toujours très content de recevoir un livre. Comment Et surtout quand c'est un livre bien illustré, il adore ça, il tourne les pages. D'ailleurs, quand un bébé aussi a un livre entre les mains, il adore, il regarde. Il y a aujourd'hui des livres complètement avec de la musique, avec sensoriel, etc. Oui. Vraiment, c'est extraordinaire. Je ne sais pas, je suis un peu bavard ce matin parce que j'ai tellement à dire. Les psychologues parlent de ce qu'on appelle un objet transitionnel. Et le livre devient un objet transitionnel. C'est quoi un objet transitionnel? Avant, on dormait avec un nounours, ou bien avec un autre objet qui remplace un peu la maman, qui crée le lien entre... Et maintenant, le livre, en Occident, le livre devient un objet transitionnel. C'est-à-dire, il peut permettre de remplacer la maman. À un moment, quand on a le livre, on remplace un peu la maman. Donc, il faut que chez nous, on arrive à ce résultat-là. Acheter des livres aux enfants. Alors, il y a eu un débat hier. Est-ce qu'il faut imposer la lecture ou bien laisser l'enfant choisir? Deux thèses. La thèse qui dit, comme rêver et aimer, on ne peut pas imposer la lecture. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Il faut imposer? Il faut imposer. Moi, on m'a imposé. Déjà, il faut imposer la lecture à l'école. Absolument. Comme c'était à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on avait un livre à lire pour la semaine et il fallait raconter ensuite le résumé. Mais bien Donc sûr. c'est l'occasion de faire aimer la lecture aux enfants. Et je crois qu'avec Mme Benrabrit, on va revenir à cette tradition. Je crois qu'on va imposer à tous les gosses d'Algérie de lire 2 romans d'auteurs algériens dans l'année. Ça va être des millions d'exemplaires. Ça va profiter aux libraires, aux éditeurs et aux lecteurs. Voilà. Et si on revient à cette obligation... Ça va encore ouvrir donc, le champ aussi à l'imagination de l'enfant qui va encore se construire, bien entendu, et connaître aussi un peu plus sa culture. Mais bien sûr. Connaître ses auteurs, parce que pour la plupart, aujourd'hui, ceux qui travaillent peut-être comme nous dans la culture, etc., nous connaissons tous ces auteurs, mais vous allez peut-être dehors, c'est pas tout le monde qui connaît. Non. Donc malheureusement, un grand nombre d'auteurs algériens... Qui passent inaperçus. Et souvent, les gens citent des auteurs. Et le drame, c'est que des enseignants, pour beaucoup, je suis obligé de le dire, beaucoup d'enseignants ne lisent pas. Alors que moi, je me rappelle, c'est grâce à un enseignant que j'ai trouvé le chemin de la lecture, en dehors de la famille, qui a créé les conditions. Le livre était présent. Ma mère était lettrée, mes soeurs lisaient beaucoup, les garçons, ils allaient dehors. Mais au bac, je découvre un enseignant qui m'a encouragé, qui m'a tapé dans le dos. Il faut lire, tu es doué pour lire. Et un enseignant, c'est très important dans le cursus, bien sûr. Dans le cursus. Oui, un enseignant, prenez tous les grands écrivains, ils rendent hommage à leur premier professeur. Leurs enseignants, Les enseignants. Camus ne parle que de ça. Pharaon parle de ça. Mabry parle de ça. Djaout parle de ça. Tous les grands. L'enseignant que l'on trouve, il peut être décisif pour notre carrière de lecteur. Exactement. Bah oui. C'est encore une fois un exemple. Alors tous ces débats ont été donc très intéressants. Ce débat a été très intéressant pour encore une fois trouver des solutions pour encourager ces enfants à s'épanouir à travers la lecture, à s'épanouir à travers le livre et surtout profiter à ceux qui se lancent dans ce domaine-là. Par exemple, les éditeurs et les créateurs qui sont passionnés avant tout. Parce qu'ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. Non, justement. Bien au contraire, on ne gagne pas sa vie avec bien sûr des livres pour enfants. Si on veut s'enrichir, il ne faut pas faire ce métier. Voilà. Mais si on veut s'enrichir d'une autre façon, oui. On a eu 2 témoignages très bouleversants. Une dame qui vivait à l'étranger, donc après une dizaine, quinzaine d'années, elle est rentrée en Algérie. Elle trouve qu'il y a des changements. C'est que nous, on vit sur place, on ne constate pas les changements. On est bougon, on conteste, ce qui est normal. Mais quand les gens viennent de l'extérieur, ils voient un changement. Et malheureusement, même malgré ce changement, elle a trouvé des difficultés à trouver des gens sensibles à ce qu'elle a proposé. Elle était obligée de financer les dessins, à trouver un correcteur, à faire la mise en page, le choix des caractères. Elle a fait le travail d'éditeur. Et à la fin, elle n'a trouvé personne d'autre que sa poche pour financer ça. Et c'est dommage. On lui a expliqué qu'il y a quand même des mécanismes pour aider justement les gens qui ont du talent, évidemment. Les gens qui n'ont pas de talent ne trouveront jamais d'eux. Donc, et une deuxième expérience, tu as un auteur qui a aussi des difficultés à convaincre les éditeurs. C'est-à-dire que, moi je disais tout à l'heure, il y a un marché du livre pour enfants. Donc les éditeurs peuvent s'engager dans ces trucs-là, à condition de faire du beau travail. Des livres pédagogiques. Pédagogiques, toutes sortes. Parce qu'il n'y a pas que le conte. Il y a le conte, évidemment, mais il y a aussi le roman pour enfants. Oui, il y a les ouvrages d'éveil, les ouvrages scientifiques. Un enfant s'intéresse à tout. À la Première Guerre mondiale,
comme à la bataille de je ne sais quoi. Donc un enfant, il faut lui créer les conditions pour justement s'intéresser. Et attirer son regard, Mais surtout, bien sûr. parce que ça commence très tôt, hein, attirer son regard avec bien sûr des illustrations. Des C'est très illustrations. important. Très important. On n'a pas suffisamment de formation dans ce domaine-là, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui sont très très impliquées quand même. Et en plus, il y a, je ne dis pas un danger, il y a ça, Ah oui, il qui y a ça. détourne un peu, et les Et adultes, beaucoup même. ça facilite trop la tâche. Alors que la lecture, c'est un exercice. Donc, du muscle. Il y a des Mais cantines le plaisir pour est au bout. enfants, il y a les histoires qu'on retrouve, il y a tout Oui. sur Internet aujourd'hui. Donc ça peut encore faciliter aux parents peut-être cette belle habitude qu'ils avaient de raconter Mais une bien sûr. histoire à travers Voilà, un livre absolument. le soir. Écoutez, moi, j'ai toujours essayé, dans mes rencontres avec mes enfants, quand on est à table, c'est le moment privilégié de la journée. C'est ça. On est là en face les uns des autres, on connaît un peu les histoires de la journée de chacun, et je saisis toujours l'occasion pour parler de mes lectures. Et au début, ça embête les garçons, les filles, mais avec le temps, eux-mêmes parlent de leurs livres. C'est un moment démocratique, où il faut parler de tout, et surtout de ses lectures. Et la chacun lecture ses devient choix, bien quelque chose de... Chacun ses choix, Ses chacun choix, ses bien coups sûr. de cœur. On peut Et être c'est en comme ça que ça- désaccord. voilà, ça enrichit un petit peu Mais bien sûr. la conversation et encore une fois, ça ouvre le débat. Absolument. Alors, 4 personnes étaient présentes pour Oui. donc travailler surtout sur la perspective du livre pour enfants. Absolument. Donc des solutions ont été donc Oui. trouvées aussi. Alors, c'est vrai que beaucoup d'éditeurs réchinent à produire ce genre d'ouvrage, pour des tas de raisons. Un livre pour enfants ne peut pas être tiré à moins de 5000 exemplaires, donc c'est des coûts. On a dit, il y a des mécanismes d'aide, par exemple le Centre national du livre. Oui. Parmi ses missions, c'est de financer justement des ouvrages qui méritent d'exister, même si sur le plan de la rentabilité. C'est Donc, pas ça. on a donné comme solution d'aller au Centre national du livre, Oui. pour les gens qui ont vraiment du talent. L'ONDA elle-même finance. Oui. Elle ne devient pas éditrice, mais elle finance Elle aide. en cherchant un éditeur à la place d'eux. Et là, en dehors de ça, il y a des éditeurs intéressants. Je ne peux pas les citer tous. Je vais citer personne pour ne pas faire de jaloux. Voilà, pour Ils ne font pas- du bon boulot. Ouais, exactement. Où là, souvent, on a l'impression que c'est des ouvrages d'importation, vrai. à la fois par la qualité d'impression, le choix du papier, la mise en page, les couleurs, le choix des personnages. Eh bien non, c'est fait localement et chez des imprimeurs locaux. Et surtout, travailler sur la traduction aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir donc des enfants qui sont À l'aise dans trilingues, tout. voilà, Voilà. plusieurs langues, donc le kabyle, Le français, l'arabe, et même l'anglais maintenant, et même souvent. l'anglais, tout à fait. Alors ça permet aussi aux éditeurs, bon c'est un peu plus difficile C'est peut-être plus parce difficile. qu'il La faudra traduction, ça coûte, travailler oui. sur la traduction, Oui, et là oui. encore une fois, il y a du chemin à faire. Absolument, absolument. Comment dire non, c'est un travail D'équipe. d'équipe. en fait. Voilà. Un éditeur, c'est pas une personne qui décide. D'ailleurs, à l'étranger, un livre, on fait appel à des psychologues, à des sociologues, pour voir si le texte pour lequel on Et va respecter surtout respecter. pour l'âge de l'enfant, L'âge. pour... Ouais. Et le barh, moi, j'ai un peu taquiné certains. C'est quoi un enfant? C'est difficile de définir ce qu'est un enfant. Est-ce qu'il s'est défini par son âge état civil, ou là son âge intellectuel, Son ou là âge son âge mental, affectif? ouais. Et puis il faut respecter même si on peut à 13 ans lire Les Misérables, parce qu'on a accumulé tellement d'expérience de lecture qu'on peut s'attaquer à du gros. Et honnêtement, c'est la tâche la plus intéressante. Faire aimer la lecture à un enfant, C'est ça, c'est lui créer des perspectives extraordinaires. extraordinaire, exactement. Je raconte cette histoire qui Oui, est magnifique. Al-Barah Wahad, il avait dit, moi j'ai connu ma femme grâce au livre. Je me dis, comment ça? Il m'a dit, on était ensemble à l'école, enfin au lycée, déjà au lycée. Elle était intellectuellement supérieure, elle avait beaucoup de citations, beaucoup de choses à dire. Moi j'aimais cette fille sans la connaître déjà. Eh bien, j'étais obligé de lire le maximum de choses pour être Pour à sa l'impressionner, surtout. Ça peut aider, ça peut aider. Ben voilà, c'est une Pour l'impression. perspective. Eh bien, ils sont ensemble à ce jour grâce au livre. C'est une Ah, belle histoire, c'est ça. une très très belle histoire. Alors c'est justement l'occasion aussi de rappeler que demain aussi il va y avoir une très belle rencontre au niveau donc de la librairie Cheikh Zayed. Donc encore une fois avec une africaine qui vient du Sénégal. Du Sénégal. C'est ça? Une C'est conteuse, Elle est raconte conteuse, des mais avant contes. tout, c'est une chercheuse en sciences humaines, Oui. originaire donc du Sénégal, et elle enseigne à l'université de Montréal. Elle a écrit un livre qui s'appelle De la reine de Saba à Michelle Obama. Michelle Et au Obama. passage, elle parle de la Kahina, pas la Kahina aussi, elle parle de Toumert. Ouais. ouais. Elle adore Fatma l'Algérie. Nsoumert, Fatma Fatma Nsoumert, Nsoumert. et d'autres.
Et ce sera l'occasion de rendre hommage à Winnie Mandela, qui nous a quittés il y a quelques jours. Exactement. Qui, elle, a beaucoup aidé Mandela quand il était en prison. Elle lui a envoyé énormément d'ouvrages, de livres, et qui l'a aidé à tenir. Donc cette dame sera parmi nous demain. Et en plus, elle a un verbe magnifique, avec beaucoup de citations africaines, des proverbes africains, et puis elle est haute en couleur. Vous allez voir comment elle est habillée. Même au Canada, elle s'habille avec la tenue africaine, mais très ouverte sur le monde. Hein. Très ouverte. Très ouverte. On aura le plaisir à la recevoir demain, ça serait génial. Pour pouvoir débattre avec elle, encore une fois, de tout ce qu'elle a pu faire durant son parcours, parce qu'elle a un riche parcours. On aura l'occasion de continuer avec elle le débat que nous avons ouvert déjà aujourd'hui. Ben voilà. Voilà, merci beaucoup, Sidi Ali. Merci, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à cette place. À cette place, absolument. Voilà, bonne journée à vous. Et bon courage. Continuez à nous faire rêver à travers les livres. Merci. Voilà. Bonne journée. On continue notre émission. On vous invite tout de suite à la découverte, puisque la découverte, c'est les livres, mais c'est aussi les beaux reportages que nous avons l'occasion de vous passer à travers l'écran de Canal Algérie. Cette fois-ci, c'est Siham Kenouch qui nous fait découvrir aussi une belle région d'El Bayad, la région d'El Bayad, et surtout une réserve qui protège les gazelles, et pas les moindres, des gazelles qui sont aussi protégées, typiquement donc algériennes. Elles sont endémiques à l'Algérie. C'est donc la gazelle d'Orcas, et bien sûr d'autres gazelles qu'on aura le plaisir à découvrir tout de suite. C'est au cœur des steppes d'El Bayad, au pied de la montagne de Jbel Bounokta, que nous retrouvons la réserve nationale des gazelles. Une petite superficie qui a d'ailleurs besoin d'être agrandie, un grillage qu'on ne peut pas rater, à l'intérieur, 2 espèces de gazelles. En premier, la gazelle d'Orcas, dite Swini, et puis aussi Rim, ou la gazelle blanche. Avec les peu de moyens qui existent, la réserve résiste. Nous existons depuis l'année 2000. On a commencé avec 5 têtes de la gazelle d'Orcas et 6 Tozer. Actuellement, nous sommes à 107 têtes d'Orcas et 36 Rim. Le nombre des têtes reste quand même peu nombreux, vu les inconvénients génétiques et puis les mâles qui se disputent les femelles et s'entretuent. D'après le docteur vétérinaire de la réserve, 2 plans sont mis en œuvre pour suivre les cheptels. Le plan préventif et le plan curatif. Le plan préventif pour prévenir des maladies, surtout les maladies contagieuses qui peuvent être transmises de l'extérieur de la station vers l'intérieur de la station. Deuxièmement, c'est le dépistage précoce des maladies, يعني الكشف المبكر الأمراض. Avec peu de moyens et une direction générale qui se trouve au jardin d'essai d'El Hamma, soit à 600 km de Brézina, de la station, le travail continue avec une très grande volonté. Voilà, une très belle réserve, en tout cas, à découvrir. Et j'espère qu'on aura à en débattre avec des spécialistes pour nous parler de ces espèces, bien sûr, à protéger. Nous allons tout de suite vous faire découvrir aussi les rendez-vous à ne pas rater avec Lilia Benassad dans la rubrique Agenda culturel tout de suite. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Ça va? Très bien, merci. En forme? Oui, beaucoup d'activités. Comme chaque mercredi. Oui, ça va, oui, passable. On va découvrir dans un moment, mais on présente aussi nos autres invités. Elles font partie de l'actualité du week-end. Tout à fait. D'ailleurs, elles vont nous donner une actualité. Hind Marzougui, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes donc vous faites partie de ce club d'activités polyvalentes, c'est cela? Exactement. Vous êtes accompagnée de Malek Mahmour. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là parce qu'il va y avoir une belle manifestation du côté du village africain de Sidi Fredj. Oui. Vous allez nous en parler dans un moment. Okay. On va donner la parole à Lilia Benassad pour ce qui est donc des activités culturelles. Tout et puis à après, fait. On va terminer avec donner les détails par rapport à la manifestation qu'elles organisent. Et nous allons commencer, comme chaque mercredi, par les expositions. Et commencer par une toute nouvelle qui se tient au Bastion 23 actuellement. Elle regroupe les œuvres de l'artiste Sarah Hamoud, des mosaïques avec des fragments de pierres colorées, un monde poétique où rythme et couleurs s'entremêlent. Une belle exposition à découvrir jusqu'au 18 avril du côté de Qasr Rias, le Bastion 23 d'Alger. Sinon, du côté de la galerie Zouart,
une toute nouvelle exposition débutera ce week-end. Le vernissage aura lieu jeudi après-midi. Elle regroupera les œuvres de l'artiste plasticienne Chefia Loudissi. Et donc, elle se tiendra à partir de jeudi. Et toutes ces œuvres, toutes les belles œuvres de cet artiste, vous pourrez les découvrir jusqu'au 28 avril. Donc, deux belles expositions à découvrir ce week-end du côté de la Galerie Zouart et du côté du Bastion 23. Nous allons également parler ce matin du salon de la bande dessinée qui se tient à Bouira, la première édition sous le thème Dialogue en bulle, un salon dédié aux professionnels et aux amateurs de la bande dessinée, exposition de planches de BD, de figurines de manga, conférences, ateliers pour enfants, projections de films d'animation ou encore du cosplay seront au programme de cette manifestation qui se poursuit. Et Dieu sait comme ça draine du monde tout cela, hein, oui, entre la BD, le cosplay. Aujourd'hui, il y a tout un réseau sur Internet de ces jeunes qui sont très solidaires et qui veulent organiser des choses et faire des choses. Donc, pratiquement, c'est le FIBDA qui se délocalise du côté de Bouira. Et du côté de Bouira, c'est la première édition de ce salon dédié à la bande dessinée. Et puis, nous allons finir en musique avec 3 rendez-vous à ne pas rater, 3 soirées. La salle Ahmed Bey de Constantine accueillera 2 artistes samedi, 7 avril à 14h. Il s'agit de Babylone et de Moksaïb. Du côté d'Oran, c'est Jam que vous pourrez retrouver le samedi 7 avril également à partir de 15h à la salle Ahmed Bey de la ville. Et pour finir, Léla Boursalis sera elle aussi du côté de Constantine le week-end prochain pour présenter son tout dernier album, son nouvel album au public constantinois. Voilà pour les 3 soirées à ne pas rater cette semaine. Clip. Oui. Elle a fait un nouveau clip, donc j'espère qu'on aura très plaisir à le présenter, bien sûr, sur notre plateau et surtout sur nos écrans. Hein. Tout à fait, Amel. Donc voilà pour les rendez-vous cette semaine, l'exposition Salon de la BD et puis de la musique. Et plusieurs films sont projetés du côté de la salle Ibn Zaydoun, la salle Cosmos pour enfants ainsi que pour adultes tout au long du week-end et à la salle Ibn Khaldoun également. Voilà pour les fans de 7e. On n'oublie pas aussi la belle exposition de Nordine Chegran qui est toujours en ce moment même au niveau de la galerie Ibn Semman et bien d'autres expositions qui sont toujours en place. Allez-y, profitez-en. Et puis on parlera aussi de ce concours qui sera organisé au niveau donc, du Bastion 23. Donc on aura les organisateurs demain pour nous en parler en détail. Ça va commencer donc à partir de demain et surtout lancer cette envie de faire découvrir son quartier. Dessine-moi ton quartier Tahouma. C'est un peu comme ça et ça sera donc l'exposition va être donc prévue le 21 avril. Donc il faudra commencer dès maintenant à communiquer autour de cela pour que les enfants puissent connaître un petit peu le thème de cette exposition. Et une virée à Sidi Froch, pourquoi pas les détails tout de suite avec nos invités. Voilà. Merci beaucoup Lilia. De rien, restez avec nous oui, attentive. Avec plaisir. On va découvrir cette belle initiative de ce club, un club d'activités polyvalentes. Alors parlez-nous un petit peu de ce club. En fait, c'est un club de l'École nationale polytechnique. Il est fondé en 2010 par des étudiants afin d'animer la vie étudiantine au sein de l'école. À Polytech, on est connu par la charge des études. Mais vous faites beaucoup de choses. Les jeunes de Polytech font beaucoup de choses. Vous avez pu voir le photographe qui était là. C'est un polytechnicien. C'est un polytechnicien. Et donc plusieurs expositions aussi que vous faites avec des entreprises. Vous êtes dans l'innovation. Donc exactement. Beaucoup de belles choses. Bravo à vous. Merci. Merci. Donc, on continue. On continue, Je vais couper la parole. Je me présente. Je suis Verzouguehen, élève ingénieur à l'école polytechnique. Et je fais partie du département communication au sein du CAP. Très bien. Voilà. Et pour cette fois-ci, on organise un événement, Charity Festival. Un festival caritatif, si vous voulez. Oui. Et où on va... Pour les gens qui connaissent, c'est une fête foraine. Je ne sais pas si vous connaissez une fête foraine, sauf que pour notre... très animé, il y a plein de choses, plein d'attractions, d'attractions, des concerts, jeux pour enfants, etc. Voilà. Sauf que pour nous, l'argent les bénéfices qu'on va collecter ce jour-là vont être pour des actions caritatives. Notre objectif à travers cet événement, on va ce qu'on a appelé un cartable pour un orphelin. Tout l'argent qu'on va collecter va servir pour cette opération, un cartable pour un orphelin. C'est très bien, bravo. En s'amusant, on peut aussi aider les autres. Voilà. Je l'avais dit en tout début d'émission avec ces jeunes qui étaient venus et bien d'autres, ils sont très soucieux d'accompagner et surtout d'aider leurs prochains à travers donc, des actions comme ça qu'ils mènent sur tout le territoire national. Ils vont partout, bravo à vous. Merci. On veut véhiculer un message
de solidarité, éveiller les consciences. Les consciences, exactement. Moi, soucieuse, je dirais. Voilà. Bien sûr, bravo à vous. Alors, ce club, donc vous avez dit que vous avez plusieurs actions au sein de ce club, entre autres cette action. En fait, le club d'activité polyvalente, qui est le CAP et qui est parmi les plus importants clubs étudiantins en Algérie, organise des événements au cours de l'année scolaire. On a même de très grands événements, exemple le Wikistage. Le Wikistage, c'est une série de conférences, c'est une chaîne d'événements mondial, international. Ça existe le Wikistage France comme d'autres pays. Et le Wikistage Alger, c'est-à-dire le Wikistage d'Alger, c'est le club d'activité polyvalente qui l'organise. Et cette année, il a été au mois de décembre au Club des Pins, Sheraton Club des Pins. Et le thème était Embrace the Future, c'est-à-dire accueillir le futur. Ça s'est très bien déroulé. Voilà, on a aussi le SMS qui est une simulation boursière. Ça fait pas très longtemps. Voilà, c'était le 16 et 17 mars au Cyberpark aussi. C'est une simulation boursière et c'est un événement unique en Algérie, même en Afrique. Voilà, on a aussi le public speaking, le Celebra Science qui est dans pas longtemps, Inch'Allah. Voilà, on a plein d'événements durant toute l'année. Et aussi, au sein du CAP, on a 3 sections. On a la section scientifique ou bien le CAPTech qui organise des formations en développement du web, voilà, tout ce qui est technologie. On a la section culturelle et à son tour, elle contient plusieurs sous-sections. La sous-section musicale, on a un groupe de musique, la sous-section artistique, cinématographique et théâtrale, un club de lecture. Et en troisième lieu, la section action caritative. Voilà, la section action caritative, d'habitude, elle se base sur de petites collectes, de petites ventes au sein de l'école. Mais cette fois-ci, elle a... Vous avez voulu ouvrir le champ à d'autres publics, pas rien que les étudiants. Voilà, on a visé plus haut et c'est le Charité Festival en première édition. Super. Vous avez vu toutes les actions qu'ils font, Lilia? Vous étiez comme ça, étudiante, ces pas activités? Pas trop. Au sein de notre fac, il n'y avait pas trop d'activités. Mais c'est vrai qu'on a eu à faire plein de reportages avec l'école polytechnique et les activités que les étudiants organisent. Pas rien, il y a aussi les étudiants donc, de Bebzouar qui ont aussi des clubs scientifiques, qui font beaucoup de choses. Le club aussi donc, de l'école d'architecture aussi, qui sont vos voisins, hein, ils ne sont pas très loin, ils ont plein d'actions. Et puis, en tout cas, c'est des actions qui sont valorisantes pour les étudiants et surtout les actions qui sont à mener, très intéressantes. Alors, qui va y avoir au niveau donc, de Sidi Fredj? Vous serez nombreux? Oui, sur notre, on a annoncé l'événement sur notre page Facebook. Et on a quand même assez d'intéressés, des gens qui veulent bien participer. Alors, des exposants d'abord? Oui, des exposants, des femmes qui font de l'artisanat. Ils vont venir exposer leurs œuvres. Oui. Il y a même, on a eu la chance de recevoir Caméléon, le groupe Caméléon. Abdul Gnaoui aussi sera sur la scène. Il y a même, je ne sais pas si vous connaissez, l'association Paintball qui va assurer l'animation du jeu Paintball. Donc les jeunes vont s'amuser à partir donc, de samedi. Samedi, à 9h jusqu'à 18h. Super. Et c'est tout au long de la journée. Alors le concert, ça sera en parallèle? Ça sera à quelle heure? Le concert, ça va être l'après-midi en fait. D'accord. Oui. Et les activités, les jeux seront pendant toute la journée, voilà, durant toute la journée. On a pu le voir hier dans l'émission, la nouvelle émission de Mounia Faïd. Hier, il parlait donc de son nouvel album surtout et de nouveaux clips qu'on aura le plaisir à découvrir. On en a vu quelques extraits. Et puis j'espère qu'à travers aussi le concert, il va donner l'occasion à son public de le suivre. Voilà, des caméléons. D'autres activités, mis à part le paintball, les concerts? Il y aura des tours de magie, des jeux gonflables pour enfants, il y aura du rodéo. Waouh! Oui. Du rodéo. Avec pas des vrais chiens, des vrais quand même. Voilà. Du sur-place. Oui, du sur-place, tir sur cible. Il y aura les clowns, voilà, les enfants vont pas s'ennuyer, certainement. Sûrement, et même les plus grands, les adultes aussi. Alors, vous n'avez pas eu trop de mal à organiser tout ça? C'était les vacances ou vous étiez en plein examen? On organise chacun de son côté, chacun dans sa maison. On peut pas se réunir. Voilà, vous êtes bien organisés. Oui.
C'est connu, les polytechniciens sont comme ça. Bravo en tout cas à vous, et puis bonne chance. On rappelle votre événement, ça sera au niveau donc, de Sidi Frej, ça sera samedi à partir de 9h et c'est toute la journée, vous avez pu l'écouter, toute la journée jusqu'à 18h. Plusieurs activités seront mêlées entre les concerts des deux groupes, donc il y aura les Caméléons et... Abdul Gnaoui. Il y a même des traiteurs, la bouffe, il y en a. D'accord, donc vous aurez de quoi vous restaurer, bien sûr, et profiter aussi d'un bon bol d'air en pleine nature, parce que c'est en pleine nature. Donc l'occasion aussi de profiter de ce savoir-faire des artisanes et artisans qui vont participer à cette belle rencontre de charité, c'est cela. Et il faut rappeler que l'événement sera donc réservé, surtout les fonds seront donc reversés. Reversé dans l'opération Un cartable pour un orphelin. Très bien. Voilà, c'est pour des fournitures scolaires aux orphelins. Et on a bien sûr choisi ce but-là, c'est parce qu'on représente l'éducation en Algérie. Alors, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on a une bonne volonté. C'est pas question d'argent ou bien une question économique. Et on aimerait bien aussi que ces enfants-là, ils rentrent très loin, Inch'Allah, et seront comme nous. L'occasion. Voilà. Bravo en tout cas à vous. Bonne chance pour votre événement, les premiers du genre. J'espère qu'il va avoir un bon succès pour que vous puissiez en refaire d'autres et d'autres encore. Voilà. Bonne journée. Merci à vous. Lilia, à mercredi prochain. Avec grand plaisir, Amel. Voilà, on continue l'émission. Cette fois-ci, on va parler cinéma 7e art. On revient avec ces images, surtout de la clôture du festival du film méditerranéen, surtout avec le premier prix remporté par notre amie Yasmine Chouir, la réalisatrice du long métrage. On va la retrouver dans un tout petit moment, tout de suite. Ils sont venus, ils sont tous là. La réalisatrice ainsi que l'équipe artistique du long métrage de fiction jusqu'à la fin des temps. Réunis hier à la salle El Mougar d'Alger pour la présentation en avant-première du premier long métrage de Yasmine Chouir. غير في وقت الوعاد والعياد ويزيدوا يشركوا حتى في الموت اما يكون قلبك راسي لهذه الدرجه يا جلول الوقت تبدل. Ça racontait à travers l'histoire d'une histoire d'amour d'un couple de personnes qui apparemment ne sont pas autorisées dans nos sociétés à s'aimer, donc qui ont un certain âge et qui se découvrent des passions communes, des rires communs et voilà, à travers une histoire un petit peu d'organisation de funérailles, finalement ces deux personnes vont s'aimer et ils vont apprendre à se connaître les uns les autres, même à un âge où on penserait le contraire. En 90 minutes, le film raconte une aventure amoureuse née dans le cimetière de Sidi Boulakboul. Entre Ali, le fossoyeur gardien des lieux qui accueille les familles venues de se recueillir sur les tombes de leurs proches, et Johar, une veuve de 60 ans qui vient pour la première fois se recueillir sur la tombe de sa sœur, une fois sur place, elle souhaiterait préparer de son vivant ses funérailles et demande l'aide d'Ali. Elle découvre plutôt la vie avec quelqu'un qui travaille dans le cimetière autour des tombes, etc. Et franchement, la réalisatrice m'a donné cette occasion et qui je remercie beaucoup parce que c'est un rôle qui est très rarement on tombe sur des rôles comme ça. Ça a été vraiment super. Le cinéma, je ne l'ai pas fait depuis 1970 et quand j'ai lu le scénario, ça m'a plu. Et ça m'a plu parce que c'est notre vie. Et on a besoin de cette vie, de vivre. On a besoin de vivre. Et non pas de parler que de l'amour, et c'est ça, même le monde entier doit savoir que l'amour, c'est éternel. L'amour et la mort ont alors trouvé un espace commun d'expression. Yasmine Chouir a réussi son défi, celui de donner vie à ces lieux réservés aux morts, où jaillit la lumière de l'amour. Le film sortira dans les salles en Algérie le 26 mars prochain. Rappelons que la réalisatrice est auteure de scénarios de plusieurs courts-métrages. Elle réalise El Bab en 2006 et El Djinn en 2010.
Voilà, on l'a annoncé, on est très content pour elle et on est très content pour toute l'équipe, bien sûr, du film. Bien entendu, elle est parmi nous. Enfin, Yasmine Chouir, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Très bien. Je suis ravie d'être là. Oui. Vous étiez venue avant l'avant-première, très soucieuse, mais contente, hein, parce que le travail avait été fait quand même. Vous étiez quand même rassurée, déjà rassurée du travail accompli. C'est ça, d'avoir fini le film, et je ne savais pas encore comment le film allait être reçu. Ouais. Donc c'était le jour même. Voilà. Voilà, on présente notre autre invité, Djilali Boudjema. Bonjour. Bonjour. Le comédien du film aussi qui est avec nous avec plaisir, une deuxième fois, après coup. Et je suis content aussi d'être là. En tout cas, avec cette belle équipe qui a représenté aussi le film et les comédiens que vous avez choisis, Yasmine. C'était très important. Alors, vous revenez tout juste de Hamel. Oui, exactement. Vous avez ramené ce beau prix qui est parmi nous. Encore Encore déjà, c'est tout nouveau et déjà les prix s'enchaînent. Bah, pour le moment, oui, on est super contents. Je pense qu'en plus, Djilali a eu le prix de la meilleure interprétation masculine. Bravo. Vraiment, c'est un rêve qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression. J'espère qu'on ne va pas se réveiller d'aussitôt. J'espère que ça va continuer, mais oui. Non, franchement... Le film est sorti, c'est vrai que les prix sont importants, mais le film est sorti, il est fini, il est sorti en salle. Ça veut dire que le public peut voir le film. Et ça, c'est vraiment le premier rêve, c'est de faire un film et que les gens aient le choix ou pas d'aller le voir. Oui. Ça veut dire faire un film et dire, bon, on a fait un film, et venir dans les médias dire qu'on a fait un film, c'est intéressant, mais le spectateur, il a envie de faire le choix. S'il a envie de se déplacer, d'aller voir ce film dans les salles ou pas. Donc et quand le film fait beaucoup de bruit comme ça, et tout le monde est curieux d'aller voir le film encore plus, donc les salles se remplissent beaucoup plus facilement, je suppose. Je l'espère, et en même temps, c'est bien pour le film parce que ça permet bien sûr de communiquer autour, d'attiser la curiosité des gens. Que les gens, peut-être, il y a des personnes... pas pour ce film-là, mais juste par rapport à leur relation avec les salles de cinéma, qui hésitent d'aller dans une salle de cinéma. Si ça peut permettre quelque part d'enclencher quelque chose, tant mieux. Je suis très contente. En fait, ça tombe au moment de la sortie du film. Exactement. Et si ça fait juste, ça donne envie à quelques personnes de reprendre le chemin des salles de cinéma, que ce soit pour mon film ou celui de... Il y a par exemple Madame Courage de Merzak Alouesh qui passe en ce moment, ou un film américain, ou peu importe, qu'on reprenne cette habitude et ce plaisir d'aller dans les salles. Si on réussit à enclencher ça chez une personne au moins... Alors Yasmine, vous l'aviez promis, vous étiez venue sur notre plateau avant, bien sûr, la première diffusion, bien sûr, du film. Vous l'avez dit, ça commence à Alger et après, ça va aller un petit peu partout, sur tout le territoire national. Vous allez rendre ce film visible. Oui, bah, c'est notre but. Là, il est à Constantine, à Béjaïa, à Oran, à Boumerdes et à je sais Constantine, Boumerdes, oui. Et à Oran, 5 wilayas. On va essayer d'enchaîner rapidement. Oui, voilà. Et on va partir à Mostaganem montrer ce film. Il fallait bien, Mostaganem, il faut, oui, bien sûr. Tout son public l'attend, Mostaganem entièrement, les copains, les amis, la famille, tout le monde veulent vous voir chez vous. Déjà. Et surtout là où on a tourné le film. Oui, exactement. La localité, le village. Localité, mais ils étaient géniaux avec nous. Donc, même, vous nous l'aviez raconté la dernière fois, c'était extraordinaire. Même avec l'équipe, avec toute l'équipe. Donc, ça a été surtout la population de cette vraiment, on doit les remercier. C'est extraordinaire. Et puis, ils sont tout fiers maintenant parce que la région aujourd'hui est vue partout dans le monde à travers toute cette projection, bien sûr, de ce film. On arrive à connaître la région, bien sûr, de Mostaganem, mais plus particulièrement cette région-là. Vous savez, à Dubaï, il y a une famille qui, elle m'a dit, mais ça c'est notre région. Ils ont vu que ça ressemble vraiment, vraiment, ça ressemble à la nôtre. Ils étaient, je te rappelle, c'était... Avec la famille, jusqu'à maintenant, et même nos problèmes, ils ont vu c'est-à-dire leur vie dans ce cimetière. C'est vrai, parce que dans l'histoire, Yasmine, vous avez touché à un point sensible. C'est justement la mort, comment faire avec cette attitude. Les gens n'en parlent pas beaucoup, parler de leur mort. À l'étranger, oui, ça se fait, on parle bien sûr d'obsèques, on parle aussi de cérémonies, mais chez nous, non.
C'est très discret. C'est discret, c'est un sujet qui est sensible. Sensible, qu'on n'aborde pour pas dire tabou, c'est un sujet qui est sensible. C'est-à-dire qu'on a peur de la mort. Oui, on a peur, on a l'impression que... En fait, c'est le principe qu'on a dans notre culture et dans nos cultures un petit peu arabo-musulmanes aussi, c'est que la mort, on n'en parle que quand elle arrive. Voilà. Et qu'on ne l'organise qu'après. Donc prévoir cette mort, je sais pas, ça a des connotations peut-être négatives, peut-être par peur ou je sais pas. Chacun a ses raisons. C'est-à-dire que même quand la personne est malade, on ne dit pas, voilà, on va préparer, on va... Non, on en reste dans l'espoir de la vie jusqu'au bout. Et tant mieux, hein, parce que on a envie de voir les personnes qu'on aime vivre et on croit à leur vie et en fait les gens autour de nous, enfin quand vous avez quelqu'un qui est malade et que tout le monde autour de lui ne pense qu'à la vie, à sa vie à lui, mais lui aussi il s'accroche, il s'accroche. Si quelqu'un tombe malade et qu'on commence à lui organiser ses obsèques tout de suite, c'est flippant. il va lâcher prise. Donc il y a, c'est vrai que ce sujet qui est un peu tabou, mais en même temps c'est universel, ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre on est touché par la mort au quotidien et aujourd'hui c'est quelque chose qui revient un petit peu dans ce que je dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société ou dans des sociétés un petit peu, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde, où on ne parle que de mort toute la journée, on communique avec l'actualité, on communique tout le temps sur la mort, c'est devenu presque banal. Toutes ces morts. C'est vrai que les médias véhiculent beaucoup d'images, Internet aujourd'hui, la mort s'est banalisée. C'est banalisé, elle occupe 90% des sujets, que ce soit sur Internet ou des médias et tout. Donc quelle est la place pour la vie dans tout ça? Quelle est la place ok, un grand cimetière, beaucoup de morts, mais les gens qui sont là, ils sont en vie, ils continuent à vivre et peut-être que l'amour est une des images les plus parlantes de la vie. De l'espoir. Parce que la vie, c'est très abstrait comme terme. La vie, qu'est-ce que c'est que la vie? On vit pas, on respire. Ça, c'est biologique. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Et peut-être que pour moi, j'ai trouvé que le sentiment amoureux ou que les relations amoureuses, pas amoureuses juste, comment on dit en arabe, l'ishq, c'est tout l'amour. Tout l'amour qu'on peut avoir les uns envers les autres. Qu'on peut porter envers sa sœur, son ami. Envers la nature, envers Dieu, envers les animaux, envers tout ça, tout cet amour et l'image qu'on peut aussi filmer de la vie. Enfin, c'est très philosophique, mais c'est ce que je pense. C'est très philosophique, exactement. Mais en fait, ça rappelle aussi le travail que vous avez fait aussi sur l'histoire et la trame de ce film, parce que vous parlez aussi de la femme énormément et la condition de la femme. Ça a toujours été votre combat, Yasmine, de toute façon. Vous êtes une femme forte et vous aussi, vous avez du caractère, donc on le comprend à travers aussi tous les travaux que vous réalisez. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de parler de la femme. Premièrement, je suis une femme, je fais des films. Des films, c'est quoi? C'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de dire ce qu'on a à l'intérieur de nous, mine de rien. Donc, si je ne parle pas de la femme, même si je n'ai pas envie de parler de la femme, je vais me retrouver automatiquement à parler de la condition de la femme. Et en plus, la femme fait partie de l'histoire, de la société, de la vie. Elle est, avec l'homme, ceux qui donnent la vie. Elle n'est pas celle qui donne la vie toute seule. On est deux pour donner la vie et pour gérer tout le quotidien et tout. Donc ne pas parler d'elle, ce serait super étrange à mon sens. Et oui, il y a encore des choses qui ne vont pas, à mon sens, qui ne vont pas, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La société est très conservatrice. Très conservatrice, mais pas que la nôtre. Hein. Pas que la nôtre. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a d'autres façons de stigmatiser la femme. Voilà. Il y a des cultures, je dis, il y a des cultures qui dénudent la femme, il y a des cultures qui lui mettent trop dessus. Vous voyez, donc la femme, que ce soit dans une société occidentale... Il y a des clivages aussi. Il y a beaucoup de clivages. Et on est tous censés, comme dans un film, rentrer dans des rôles. Et parfois, le personnage un petit peu a envie de s'échapper du rôle qu'on lui donne. Et c'est un petit peu ça. C'est que la femme, l'homme, la mère, l'enfant, on a tous un rôle à jouer. Et dès qu'on commence à un peu sortir du rang, on y est remis très très vite. Très, très vite. Et c'est dommage parce que je pense que par essence, on est né libre, au moins libre de penser. Et ça, c'est triste. Quand on n'a plus le droit
de penser. Ah oui, ça c'est clair. Bien sûr, on nous enlève cette belle opportunité de pouvoir penser librement. C'est ça. Alors Yasmine, on revient un petit peu au tout début du film, au tout début, quand vous avez dit ça y est, je vais me lancer, je vais faire le film, le montage financier d'un film, etc. Après, il y a eu le casting. Quand il y a eu le casting, quel a été le premier contact avec Djilali? Djilali, tu veux bien raconter cette histoire, cette rencontre? Oui, bien sûr. Bon, moi j'étais sur scène, je fais du théâtre depuis longtemps et Yasmine qui arrive, elle me dit, il faut, voilà, j'ai un film, il faut... Au début, j'étais hésitant, même ça a été dur pour moi d'accepter, parce que bon, je suis au théâtre, le cinéma et... Vous connaissez le papa de Yasmine, vous aviez travaillé avec lui. On a travaillé ensemble et j'ai dit, à un certain moment, j'ai dit, il n'y a plus de cinéma. Je ne fais plus de cinéma et elle m'a convaincu, Quel bel espoir. Et surtout, voilà, elle m'a convaincu et surtout quand j'ai lu le scénario, donc le scénario aussi, parce que j'aime faire le cinéma de notre société. Vous n'avez pas dit c'est un rôle quand même difficile, c'est un point sensible aussi qu'on va aborder? Très difficile, donc il faut, parce qu'au théâtre c'est l'extérieur, au cinéma c'est l'intérieur. Donc à l'intérieur c'est un peu dur, c'est-à-dire d'aller vers ce personnage. C'est un personnage aussi tabou, c'est un personnage où ça a été vraiment très dur pour moi. Ça a été très dur, mais j'ai travaillé. Une année de travail, une année de travail, ouais, j'étais en train de penser à mon personnage, donc même... je commençais à devenir drôle chez ma famille, même au théâtre, je commençais à faire des choses comme ça pour aller vers ce personnage. Et quand j'ai vu, c'est vrai, j'ai raté quelques trucs, j'ai raté quelques ça se voit passages. Pas. Si, pour moi, parce que quand j'ai vu, j'ai dit, là, j'étais pas là dans mon... Mais je suis content, c'est-à-dire je suis content et elle m'a convaincu pour revenir, c'est-à-dire au cinéma. Ça me dit vraiment au cinéma, les jeunes. Non, mais je pense que là, il y a beaucoup, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour avoir tes contacts. C'est magnifique. Alors Djilali, elle est comment quand elle dirige les acteurs, Yasmine? Ah oui, c'est là parce que c'est pas facile déjà de diriger, surtout les comédiens de théâtre. C'est pas facile du tout. Parce qu'il y a les techniciens aussi, il y a toute une équipe à gérer. Et vraiment à la maîtriser parce que au fond, je suis une grosse gueule au théâtre. Donc sur le plateau, c'est différent. C'est différent, mais elle m'a vraiment, c'est-à-dire elle m'a dirigé comme tous les comédiens, surtout je connais les comédiens qui ont joué avec nous. C'était aussi, même quand je les ai vus, parce que eux ils ont joué par exemple comme Mohamed Ouadou, déjà ils ont fait le cinéma avant. Mais pour moi ils ont changé, mais c'est extraordinaire, et ça c'est la direction. Ça, c'est la direction. Et c'est pas facile de diriger un comédien de théâtre au cinéma. C'est vrai. C'est vrai. Il faut avoir tout le mérite. Donc, et là, le mérite vient d'avoir bien travaillé, Yasmine. D'avoir bien travaillé. Et surtout, moi, quand je vois toute cette consécration aujourd'hui, on n'est pas étonné, hein, parce que Yasmine a toujours travaillé pour le cinéma. Et j'arrêtais pas de penser à vos parents, surtout. Oui. Eux qui sont du domaine. Et votre papa qui vous suit de très près aussi. Oui, j'imagine qu'il est en train de regarder. Oui, on le salue, monsieur Chouir. J'imagine que vous êtes fiers de votre fille. Et en tout cas, bravo encore à toute cette famille donc, de cinéastes qui travaillent pour l'amour du cinéma algérien surtout, les créations aussi. Bah oui, moi j'ai grandi avec beaucoup d'amour, que ce soit un amour... les larmes aux yeux, hein, Yasmine. Oui. Ça brille, hein. Ça brille. Non mais vraiment, c'est vrai que c'était important. Enfin, c'est important pour moi ce qu'ils peuvent eux penser et de ne pas les décevoir et peut-être que... C'est dur, surtout. Finir ce film et aujourd'hui... Même si je dis que c'est pas le plus important que d'avoir des prix, mais ça reste quand même une reconnaissance du travail. Énorme et je pense que ça leur fait plaisir. Je pense qu'il faut leur poser la question. Mais du moins, moi, dès que j'ai eu le prix, la première des choses que j'avais envie de faire, c'était d'appeler mon père et ma mère et bien sûr ma sœur et de leur dire alors, vous en pensez quoi? Oui, bien sûr, cette fierté, cette reconnaissance. En tout cas, nous aussi, on est très fiers de vous parce que vous faites partie de notre famille de Canal Algérie. Oui. On se rappelle très bien vos premiers débuts ici à Bonjour d'Algérie. Parler de cinéma pendant longtemps. 7 ans. 7 ans, un peu plus de 7
7 ans, oui. Que cinéma Après et les cinéma. courts-métrages, longs-métrages premiers. Voilà, on est arrivé en tout cas à la fin. En tout cas, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est encore plein de belles réussites à vous deux. Surtout de continuer sur cette lancée, ramener encore plus de prix ici à l'Algérie. Et puis continuer, Yasmine, sur cette lancée. Merci. Premier long-métrage. Vous pensez déjà à un deuxième? Oui, oui. Bah, ça y est, ça s'est enclenché? C'est le métier. C'est le métier. Donc, il n'y a pas autre chose à faire aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il faut faire beaucoup de travail d'abord, beaucoup de concessions aussi pour pouvoir obtenir tous ces beaux résultats. Oui, et en plus, ces résultats, aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est fini, on est au contraire. Voilà. C'est le fait que le film sorte, le fait que le film ait trouvé un public, le fait que le film ait reçu ses prix, ça nous met, je pense, un peu plus de pression pour faire mieux. Il faut pas, comment dire, il faut pas s'endormir et dire c'est bon, on y est. Voilà. Non, pas du tout, au contraire. Quand vous dites ça fait que commencer, c'est la première étape et il faut essayer encore de faire mieux. J'espère qu'il y en aura encore d'autres des prix parce que plusieurs festivals aussi, vous allez concourir à d'autres festivals. Oui. Donc bonne chance à vous. Merci. Et puis à très bientôt. On continue l'émission, on a encore d'autres invités, donc on y va malgré que le débat est très intéressant. Merci beaucoup Dilali. À très bientôt et bonne chance. Merci. On continue l'émission. Je vous invite tout de suite à revivre aussi cette dernière étape du Tour de cyclisme d'Algérie, Tour d'Algérie de cyclisme. Voilà, j'y arrive 2018. C'était donc l'arrivée à Tizi Ouzou. C'est un reportage signé Wassila Bati. C'était l'étape reine aujourd'hui, surtout qu'on avait plusieurs cols à franchir. C'était des cols difficiles, descente aussi était difficile. Donc j'ai voulu tenter le coup de loin parce que j'attendais que Rebelli fasse la différence dans la première montée. Je ne sais pas s'il pouvait ou ne pouvait pas parce que de toute façon il ne l'a pas fait. Donc j'ai tenté ma chance de loin et ça a fonctionné, alhamdoulilah. La palme est revenue au cycliste algérien Azdine Lageb, 33 ans, sociétaire du GSP, vainqueur de la 21e édition du Grand Tour d'Algérie. L'expérimenté Lageb a su comment gérer sa course dès l'entame de l'étape Béjaïa Tizi Ouzou. Les cyclistes ont parcouru 123 km en 3 heures, 8 minutes, 21 secondes. Une course très disputée entre les coureurs, surtout en arrivant dans la localité d'Al-Qsar, où nous avons enregistré la première échappée avec 11 coureurs à leur tête, le détenteur du maillot jaune. Le peloton en tête roulait seul avant de se faire rejoindre à Yakouren. Azdine Lageb prend seule l'initiative en augmentant sa cadence, mais a été rattrapé par la suite par Youssef Reguigui avec comme objectif porter le maillot vert et franchir le premier la ligne d'arrivée. Une course gérée à 100% par des cyclistes algériens et ce jusqu'à la fin de la 7e et dernière étape. Je remercie tous les Algériens. Et la 3e victoire aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi ici à Tizi Ouzou. Donc on fait un bon travail après le col de Bouira. On fait la différence avec 10 coureurs. Mais après la descente, on a décidé pour gagner l'étape. Donc j'ai roulé à bloc avec Azdine Lageb. Il garde le maillot et pour nous c'est la 4e étape, 4e victoire dans le tour. Oui. Voilà, de retour sur le plateau après d'autres victoires, eh bien, il y en a eu cette semaine. Celui, bien sûr, du Tour d'Algérie de cyclisme. Avec nous, le président, qui est bien reposé, un petit peu reposé, hein, en fait, je vais dire. Mabrouk Qarboura, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le président de la fédération donc, de cyclisme, Fédération nationale de cyclisme. Vous avez terminé le tour avant-hier tard. Ouais. Et vous avez donc fait la fête à Tizi Ouzou, vous êtes resté quand même. Et puis le lendemain, vous avez enchaîné sur des réunions, sur des rencontres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous avoir le lendemain après pour parler des résultats. Mais vous êtes là ce matin, donc on est très contents. Merci. Et puis surtout, bravo à vous parce que les maillots sont restés algériens. Voilà, c'est l'essentiel. L'essentiel, avec bien sûr les cyclistes algériens qui ont travaillé dur et ont eu plusieurs étapes à endosser surtout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de sérénité et un sérieux aussi. Nos coureurs et nos clubs, ils sont à féliciter, d'autant plus que
la fédération, nous avons choisi à ce que le Tour d'Algérie et les grands prix et tous les tours internationaux qu'on organise en Algérie soient que tous les clubs participent. Ceux qui ont des coureurs clubs, seniors capables de tenir la route et des coureurs qui se forgent, parce que nous voyons que le coureur et l'athlète se forment dans son club. Et c'est au club de montrer sa marque, au club de se montrer. Et là, on commence à avoir 80 coureurs à peu près algériens qui se démarquent. Qui se démarquent. Ça, la force de l'Algérie, comme on la voit. Et après, on aura la crème de la crème pour l'équipe nationale, que c'est les meilleurs qui seront. Au fur et à mesure de l'organisation et des années, dans quelques années, très proches, nous aurons quand même une belle pépinière. Asdin Lagueb, par exemple, qui a remporté ce tour d'Algérie cette année, qui a félicité, qui fait partie donc d'un club aussi connu. Oui, effectivement, c'est le club GSP, c'est le club phare en Algérie. C'est notre club que nous aimons tous. Enfin, c'est lui le pourvoyeur et le grand réservoir de l'équipe nationale. Asdin Lagueb, c'est le capitaine d'équipe de l'équipe nationale. C'est lui le patron de l'équipe. C'est un coureur chevronné, c'est un coureur endurant surtout, endurant, oui. Et qui est, il faut aussi la technicité pour pouvoir aussi remporter donc ce tour. Effectivement, parce qu'il faut l'arracher. Mais même en championnat d'Afrique, sa présence et comment il a arraché la 3e place, c'était magique, magique. Il fallait le faire. Je vous assure que quand Lagueb court en Afrique, c'est tous les Africains qui tremblent. Il ne passe pas inaperçu. C'est clair, c'est clair. En tout cas, à féliciter aussi toute l'équipe, bien sûr, qui a organisé ce Tour d'Algérie, avec 7 étapes, avec bien sûr un kilométrage, avec aussi différents reliefs et surtout paysages d'Algérie à découvrir. C'est aussi un plus pour le tourisme, encore une fois. Oui, le cyclisme, ça a été toujours un sport qui est pourvoyeur de pas mal de choses. Ce que veut dire dans l'économie nationale, c'est un des vecteurs de l'économie nationale par rapport à son déplacement, comment il sillonne les routes d'Algérie, il sillonne tous les villages, les petites villes. Le cyclisme part directement vers le public. C'est ça. On y va chez eux. Voilà. En voyant, moi j'ai vu des images magnifiques, même hier. Oui. À l'arrivée, avant-hier, à Tizi. Oui, avant l'arrivée à Tizi Ouzou, j'en ai vu des familles qui sortaient de leur maison et qui se mettaient au bord de la route et ils applaudissent les coureurs cyclistes qui passaient avec une grande vitesse, avec des yo-yo. J'ai vu des enfants qui sortaient de l'école avec leurs professeurs, les filles avec le tablier rose et les garçons avec le tablier bleu. Tout au long, alignés avec des drapeaux d'Algérie. C'est grave. C'est magnifique. Et j'en ai vu... Tamanrasset, parce que c'est une première cette année. J'y arrive. Oui, j'arrive. À Tamanrasset, c'est incroyable ce qu'on a vu. C'est comme si c'est magique. Ce que veut dire, on est rentré dans une ville où tout le monde se sont mis sur la route. Je remercie M. Louali qui personnellement est descendu sur le parcours et il m'a dit quel est le parcours que vous avez choisi. Alors, moi j'ai besoin du public qui va voir ça. Je lui ai dit c'est notre souhait. Alors on a commencé à tracer le parcours en sa présence. C'était très fort aussi. Et là, le public Djaou, ce que veut dire il répondait un petit peu dans tous les sens et ça nous a fait chaud au cœur et j'ai rencontré l'essentiel de mon passage dans les villes. Certes, nous sommes vecteurs du tourisme. Oui. Certes, nous sommes vecteurs de l'économie nationale. Mais moi, personnellement, en tant que président de fédération, c'est qu'il faut que je laisse mes traces à Tamanrasset. J'y vais pas pour revenir bredouille. C'est que j'ai rencontré des jeunes qui pratiquent ce sport et qui font le cyclisme et qui ne sont pas organisés derrière. J'ai vu des jeunes avec des vélos adéquats. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas dans les normes pour les courses internationales, etc. Ce que veut dire,
mais qui faisaient pour les encadrer, ils ont besoin d'un encadrement. Effectivement, et qui faisaient des techniques incroyables. J'étais ébloui. J'ai tout de suite m'arrangé avec le mouvement associatif. Oui. On a fait une petite réunion, nous avons discuté avec le DGS, tout le monde, ils sont tous prêts pour faire une équipe cycliste, faire une ligue à Tamarasset. Voilà. C'est un plaisir. Voilà, on laisse des traces. Inch'Allah, on nous fait le khir. À chaque fois, là, on vous laisse quelque chose. Arrivé à Tlemcen, on prend le départ vers Sidi Bel Abbès, on passe par Bnissaf, au bord de la mer. C'est extraordinaire. Vous avez eu la mer, les montagnes, le grand désert. Le bon Dieu aussi, notre Dieu aussi nous a donné une journée magnifique. La mer était bien, d'huile, comme on dit, d'huile. Oui. Et on passait au bord de la mer, du haut montagne, on descendait, et on rentre à Bnissaf et on trouve extraordinaire, une métamorphose au niveau de la ville. Toute la ville est vide, pas de voiture, mais tout le monde au bord du trottoir. Voilà. Et c'était entassé. Oui. Et en passant sur Bnissaf, parce que c'est une montée un petit peu, on sillonnait un petit peu les routes de Bnissaf, arrivé en haut, et je trouvais tout le monde avec des fanfares, tabla, aux zorna, et c'était la fête. Voilà. Je m'arrêtais pour les saluer et je trouvais le maire, l'adjoint maire, tous les adjoints, tous les mouvements associatifs, tout le monde était au bord pour accueillir le Tour d'Algérie. J'ai su que les embrasser. Bien sûr. Ça a été en tout cas l'occasion c'est aussi l'occasion aujourd'hui de remercier tous ceux qui étaient avec vous. Par exemple, l'ANP aussi qui a joué le jeu avec bien sûr l'armée nationale algérienne qui a aussi transporté. Ça c'est unique. Inédit. Alors on va terminer sur ça peut-être parce que c'est la fin de l'émission. Déjà? Ouais, c'est déjà la fin. Il faudra Moi, je suis vraiment ému sur ça et je dirais que l'Algérie, elle est belle. Nous sommes rentrés à Ushuaïa et nous sommes ressortis et nous sommes dedans. Voilà, avec 4 saisons en une semaine, en 7 jours. Et un exploit de voir notre passage à Tamarasset ou à Tlemcen ou dans toutes les villes, Tiaret, Mascara, Sidi Bel Abbès, Médéa, Ghsar el-Boukhari, c'est aussi unique. Unique, voilà. Mais en tout cas, ce sera l'occasion je voulais de faire un documentaire. Je pense que notre journaliste, Wassila Batiche, qui vous a accompagné quotidiennement durant ce tour, elle était avec nous aussi au téléphone tous les jours à travers différentes étapes du tour, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire à monsieur le vice-ministre de la Défense, merci, vive l'Algérie. Voilà, et tous ceux qui ont travaillé pour l'organisation et le suivi, antidopage aussi pour les cyclistes, bien sûr, qui étaient très soucieux pour la bonne conduite, bien sûr, de ce tour. On est arrivé à la fin, dommage, le débat encore est très intéressant, on aurait pu en parler longtemps, mais dommage, le temps nous presse. Merci beaucoup de nous avoir suivis, excellente journée à vous tous, et merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. À demain, 8h, 9h30, au revoir. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre invité. Notre invité reçoit ce mercredi à partir de 21h M. Mourad Zemali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il reviendra sur la représentativité des syndicats autonomes, sur l'emploi et les équilibres du système de la sécurité sociale.